Montpellier, et l'Association des travailleurs migrants en France, ainsi que l'Espace Nord. C'est un partenariat qu'on a souhaité. Juste pour vous dire qu'on va continuer ces rencontres des Amis de l'Humain, peut-être moi-même représentera aussi d'autres. La prochaine, c'est tout à fait différent, ce sera passionnant. C'est une rencontre de Jean-Claude Michéa, qui est un philosophe qui est connu à Montpellier, qui a écrit un livre sur le foot, qui est d'ailleurs là-bas, et la croisée avec Christophe Torouvet, qui a été le correspondant du journal Humanité au Brésil pour la Coupe du Monde. Donc on parlera de foot, de sport, mais on parlera aussi du Brésil et de tout ce qu'on peut trouver. Et Jean-Claude Michéa nous fera la surprise de parler aussi de textes qu'il a retrouvé de son père, Abel Michéa, qui était un grand reporter sportif à l'Humanité, d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle La presse communiste et le sport, que je trouve remarquable. Donc je pense que ce sera une soirée aussi avec un thème voilà, fort et puis des découvertes là-dessus. Et comme moi je ne suis pas fou du tout, je vais l'animer avec la compétence que vous prenez pour animer. Voilà. Je voulais remercier donc Mohamed Saouli qui nous fait le plaisir de venir présenter la traduction d'une partie des textes, mais il en parlera mieux que moi, de Ibn Khaldun. L'intermédiaire de tout ça, ça a été Paul Selby, puisque Paul et Mohamed se connaissent peut-être Paul environnement depuis longtemps, y compris, ils se sont vus aussi en Algérie. Donc voilà. Mohamed Bouflit, avec qui on travaille depuis de longues années, et plus particulièrement présentant sur l'association et tout ce que ça représente pour eux. Et moi, je voulais simplement dire que je suis ravi que les Amis de l'Humanité présentent un auteur que je ne connaissais pas personnellement, mais que d'autres connaissaient, qui sont dans la salle, qui est un précurseur de la sociologie, qui aussi, avec un point d'interrogation, mais ce sera l'objet du débat, un précurseur de Marx. Simplement, moi j'ai lu le livre de Mohamed Saouli, et c'est vrai que dire que voilà, préconiser que déjà la Terre était ronde au XIVe siècle, c'était une avancée considérable, et que la forme de Newton, lui aussi, il avait constaté que voilà, il y avait une attraction terrestre. Au XIVe siècle, sûrement que c'était une avancée considérable. Donc on en parlera parce que c'est vraiment, à mon avis, un auteur arabe qui marque aujourd'hui encore totalement par sa modernité. Moi, ce qui m'a frappé, et je m'inquiète de là dans le livre, et surtout dans la vie de Khaldun, c'est le tumulte dans lequel il a vécu, le tumulte politique qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, et le tumulte familial, puisqu'il a 45 femmes et 5 de ses filles, mais surtout ce tumulte politique l'a amené quand même, de manière raisonnée et raisonnable, à en tirer un livre considérable, le livre des exemples, qui est dans la lecture d'aujourd'hui tout à fait actuelle. Après, il y a des choses dont on débattra. Moi, je poserai des questions aussi à Mohamed sur la présence, mais on l'expliquera de phrases de Dieu, tout ça que tu as traduites. Voilà. Donc, on propose que chacun prenne un peu la parole rapidement au niveau de la tribune pour présenter quand même l'auteur et puis le contexte de ce livre. Et ensuite, on passe à une partie débat plus large avec la salle, si vous êtes d'accord. Je parle sur la parole à Mohamed. Bonsoir à tous. Un mot très rapide pour présenter effectivement l'Université populaire de Montpellier avant de passer en fait à la présentation de Mohamed Saouli. L'Université populaire a été fondée en fait en 2010 à travers en fait des débats, des cafés citoyens itinérants. Essentiellement dans les quartiers ouest de Montpellier. Et c'est des cafés en fait qui correspondent à des besoins de la population et des acteurs locaux. Donc tour à tour, ça a été aussi bien la question de la démocratie, la question de récemment de l'insécurité, en passant par des thèmes liés à la question effectivement des présidentielles. C'est à cette occasion qu'on avait fait venir Louis Plenel, fondateur et rédacteur en chef de Mediapart, ou aussi la question des discriminations, des populismes partout en Europe. Donc là, on devait faire un travail par rapport à ces questions-là, puisque historiquement parlant, effectivement, les universités populaires sont nées pour permettre justement d'avoir une conscience citoyenne, des outils qui lui permettent à un moment donné à chacun de redevenir les sujets de sa propre histoire. Merci. Voilà.
Aristote ou Platon, par la capacité d'analyse intellectuelle, etc. Et je pense qu'il y a une très profonde injustice en ce qui nous concerne, comme en ce qui concerne les grands penseurs arabes, c'est que son existence même a été quasiment occultée. C'est-à-dire, Mohamed Saouli, par exemple, il a fait ses études en Algérie, jusqu'à le bac. Il n'avait jamais entendu parler de la fin de la période de colonisation. J'ai traversé toutes les études secondaires, supérieures, je n'avais jamais lu les traductions de mathématiciens arabes, du livre officiel en France. Moi, j'en ai vu un, c'était géométrie, dans François Ier, traduit du mathématicien en arabe, autrement dit les livres officiels en France à l'époque. Or, tout ça a été ensuite occulté. À mon avis, pour deux raisons. C'est que l'Église a tenu pendant des siècles l'enseignement, et c'est incontestable qu'elle n'a pas valorisé cet apport arabo-musulman, disons. Et puis ensuite, il y a eu la colonisation qui elle-même n'allait pas mettre en valeur, on peut dire, la civilisation arabe, tout ce qu'elle a apporté à l'Europe. Donc, on a voulu, effectivement, à travers le travail de Mohamed Saouli, reparler de ça et puis nous faire partager un peu notre admiration pour ce penseur et pour des choses qu'il a dites et qui, à mon avis, valent toujours pour notre époque. C'est ça le signe, quand même, une très grande pensée. Voilà. Donc, je passe la parole. Bonsoir, merci d'être venu. Ibn Khaldoun, c'est vrai, il n'a pas été connu par l'ensemble de notre génération, mais une génération actuelle, on entend parler, dans les pays arabes, mais il n'est pas passé dans le stade des études et de la diffusion de la pensée d'Ibn Khaldoun, y compris au Maghreb. Son occultation n'est pas due seulement à la période coloniale, mais elle est due aussi à la précocité de l'arrivée, de la précocité de ce penseur à l'époque, au XIVe siècle, où il a écrit ça. Ce n'était pas un besoin dans les pays du Maghreb et les pays arabes d'aborder, de prendre connaissance et d'exploiter la science nouvelle qu'il venait de créer, la science de l'histoire et de l'anthropologie générale. Ce n'était pas un besoin. À ce moment-là, les souverains, les gouvernants se suffisaient des chroniques, des historiques. Donc son œuvre est arrivée, il a offert son premier ouvrage manuscrit sur papier. Il l'a offert, je dis sur papier parce que la question m'a été posée il y a quelques jours, comment ça a été écrit sur parchemin? Non, le papier était déjà introduit dans la civilisation arabe au 8e siècle. Donc il a offert son premier exemplaire au roi de Tunis, qui était son roi, puisque Ibn Khaldoun est né à Tunis. Et pendant toutes ces pérégrinations, Jean-Luc disait, dit tumultueuses, c'est vrai, parce qu'il a passé son temps en déplacement permanent entre Tunis, Fès, Tlemcen, Grenade, Séville, Damas, le Caire, il a constamment bougé. Mais au fur et à mesure, il retouchait son document. C'était normal. Donc, et à chaque fois, au gouvernant de la capitale du passé, il remettait un exemplaire. Donc, il y a un certain nombre d'exemplaires de cette œuvre-là, tout à l'heure je la décrirai, qui ont été diffusés dans le monde arabo-musulman. L'exemplaire dont j'ai traduit un condensé, c'est-à-dire des extraits que j'ai choisis et que je considère comme représentatifs de l'ensemble de cette œuvre-là de la Fatima, parce qu'il y a
beaucoup de détails, il y a des exemples, il y a des redondances, tout ça. Donc j'ai élagué tout ça. Il y a de la poésie, il y a des poèmes que je n'ai pas reproduits, que je n'ai pas traduits, que je n'ai pas reproduits. Donc j'ai pris l'essentiel de sa pensée. Il exprime un point de vue, un concept, et ensuite il explique. Donc je ne suis pas allé dans l'explication, je n'ai pas traduit. J'ai pris ces concepts, ces idées, sa pensée telle qu'elle, et je l'ai traduit comme ça. Donc il y avait ce nombre cette multitude, enfin un certain nombre d'exemplaires, je n'en sais pas combien. Moi j'ai traduit la partie, le manuscrit qui porte la lettre M, qui était le manuscrit offert au monarque d'Égypte à ce moment-là, qui était un monarque mamelouk qui s'appelait Barkok. Et d'ailleurs, la lettre M, je me suis toujours posé pourquoi cette lettre M en Égypte. Et puis je me suis dit, peut-être que c'est parce que l'Égypte en arabe se dit Misr. Alors c'est peut-être la lettre M et qui voulait dire Égypte. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Alors, Ibn Khaldoun est dépeint par ses contemporains, par des auteurs, des amis à lui, des auteurs ultérieurs, comme quelqu'un d'extrêmement, d'un bel homme, élégant, grand, et très cultivé, instruit, évidemment, d'une intelligence vive et un esprit pénétrant, une grande éloquence, il était doté d'éloquence et il était doté du sens de l'amabilité. Mais il eut beaucoup d'ennemis qui lui reprochaient sa manie de contredire, de poser des questions en permanence et d'engager la discussion sur n'importe quoi, sur tous les sujets qui étaient. Donc là, et ça mettait, parce que dans ces joutes qu'il engageait, évidemment, il était le plus fort. Il mettait les gens dans ce qui se prétendait, en tout cas, porteur de savoir, en position de défense. Esprit raide et inflexible, et il avait donc offensé une grande personnalité qui se targuait d'être des spécialistes en droit et en théologie, et donc il les mettait en difficulté et il dénonçait leur incapacité, leur incompétence. Il a eu comme professeur l'un d'eux qui s'appelait El-Erbili de Tlemcen. Il a été son élève pendant 3 ans, et puis il y a eu la peste à Tunis à ce moment-là. Ses professeurs sont partis, les professeurs, les enseignants de Tunis en majorité ont été emportés par la peste, son père et sa mère à lui ont été emportés par la peste, et donc il est resté jeune orphelin à 18 ans. Il a été nommé à ce moment-là chambellan par le roi de Tunis. De 21 ans à 31 ans, il se rend à Béjaïa, où il retrouve Habib. Donc il poursuit ses études sous la direction de Habib jusqu'à l'âge de 31 ans. Donc c'est 1354-1363. De 31 à 33 ans, il part à Grenade, le roi de Grenade, c'était Ibn al-Ahmar à l'époque, les Nasrides, la dynastie des Nasrides, et le roi de Grenade l'envoie comme ambassadeur pour négocier un traité de paix à Séville avec le roi Pierre de Castille, pour négocier avec lui un traité de paix pour l'ensemble des principautés arabes de l'Espagne à l'époque, puisque le califat de Cordoue avait chuté en 1150 et quelques. Et il y a eu 21 principautés qui sont constituées. Donc il est allé comme ambassadeur de ces principautés pour négocier ce traité de paix avec Pierre de Castille. Pierre de Castille a été charmé par ce personnage. Il a voulu le garder jusqu'à l'époque. Pierre de Castille, etc. Tout le monde parlait arabe en espagnol. Il y avait le roi Charles X ou Charles X, le sage. Ces gens-là c'était la langue de la science, la langue de la culture. Donc, charmé par eux, il lui propose de le garder comme conseiller et de lui restituer tous les biens de ses aïeux, parce que Ibn Khaldoun la famille d'Ibn Khaldoun est de Carmona, à 20 km de Séville.
Et c'est une famille très riche, une famille d'intellectuels, de ministres, de gens du pouvoir, ou proches du pouvoir. Donc Pierre a proposé de restituer ces biens, il a refusé, il est reparti. Donc ensuite, pérégrination de 33 ans à 42 ans entre Bougie, Fès, Tlemcen, Biskra, et puis à 42 ans, il se retire dans une citadelle près de la ville de Fresnes, au sud de l'Oranie, et pendant ces 3 ans, il rédige la Muqaddima. La Muqaddima. Je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer ce que c'est la Muqaddima pour ceux qui nous ont longtemps entendu parler. Puis il part à Tunis, où il termine à 46 ans la rédaction de l'histoire des Berbères. À 47 ans, il a 47 ans lorsque son jeune frère Yahya, qui était historien aussi à Tlemcen, est assassiné. À 50 ans, il est victime d'intrigues à Tunis et il s'embarque pour le Caire. Alors les intrigues dont il était victime là, je voudrais le dire, c'était en particulier l'une des théologies à laquelle il adhérait et qu'il enseignait. Et il y a eu donc un mouvement de théologiens orthodoxes avec des étudiants, une partie de ces étudiants, qui ont mis en cause la théorie qu'il préconisait. Cette théorie, c'était, on en parlera tout à l'heure, l'évolution des espèces. Ça va étonner, il était très étonné quand j'ai vu ça, c'est l'évolution des espèces. Il part en Égypte, là il est nommé par le souverain Barco comme Qadi, le grand juge du rite malikite, puisque le rite malikite c'est l'Égypte, la Libye et le Maghreb, et l'Andalousie. Donc il est nommé grand juge du rite malikite, et là, il attendait sa femme et ses 5 filles qui devaient le rejoindre en bateau, et le bateau a coulé au large d'Alexandrie, donc il a perdu sa femme, ses 5 filles, et lui, ses livres aussi, mais au même plan que sa famille. Il est mis en prison 4 fois là par des gens haut placés qu'il avait remis en place. Et finalement, il est envoyé en mission à Damas, qui était assiégé par Tamerlan à ce moment-là. Il est fait prisonnier par Tamerlan. Et là aussi, le miracle qui s'est passé ici, c'est que Tamerlan avait invité une capitulation à table, un silence devant, et puis une capitulation à la parole. Et raconte l'histoire de la généalogie de Tamerlan. Gengis Khan, etc. Du coup, Tamerlan lui dit, tu restes avec moi. Il s'est arrangé, il se livre là, c'est la Muqaddima. La Muqaddima, c'est un mot arabe qui dit introduction. Mais dans cette Muqaddima, il y a l'introduction et le livre 1. Ensuite, le livre 2, qui n'est pas évoqué ici. Dans la traduction que j'ai faite, c'est uniquement la Muqaddima, l'introduction et le livre 1. Le livre 2 renferme l'histoire des Arabes, de leur divergence et de leur dynastie. Il parle des Nabatéens, les Assyriens, les Perses, les Hébreux, les Égyptiens, les Grecs, tout ça sont abordés dans cette histoire-là. Et le livre 3 traite de l'histoire des Berbères. Ce que j'avais cité tout à l'heure, l'histoire des Berbères, c'est quelque chose d'extrêmement volumineux aussi, mais qui va servir, on verra dans l'histoire des traductions, qui va beaucoup servir à la conquête du Maghreb. Donc moi, comme disait Paul, j'ai fait mon cursus scolaire dans l'école française, et j'ignorais totalement l'existence de ce monsieur, comme j'ignorais totalement l'existence même de la civilisation arabe musulmane. Je ne savais pas que ça avait existé, qu'il y avait des livres, qu'il y avait des... Vaguement, on avait quelques notions qui nous parvenaient des contes des mille et une nuits, quand on était gosses, que nos parents, nos amis nous racontaient l'histoire de Rachid, des rois et des conquêtes et de Sinbad, de Marin. On ne savait pas d'où ça venait, mais on savait que c'était à nous. Donc ça avait
d'essayer une imprégnation, mais pas claire. Donc, moi, je suis dans tout ça, j'ai fait des études d'ingénieur, et à l'indépendance de l'Algérie, les livres arrivent. Les livres en français d'abord, les livres en arabe après, et c'est là où je ne suis pas le seul, le disent, les gens de ma génération découvrent cette civilisation, c'est Ibn Khaldoun, Averroès, on les lit, on commence à le lire, et moi j'étais pas seul, j'ai lu d'autres, les Averroès, j'ai lu d'autres penseurs et savants arabes musulmans, et c'est Ibn Khaldoun qui m'a fasciné. Parce que je l'ai lu en français, évidemment, d'abord. J'ai lu, j'ai relu, et à chaque fois, c'était une découverte toujours fraîche. Et puis, ça me choquait, donc je vais prendre la lettre 15, et ce qui me choquait était justifié. J'ai procédé à ce moment-là, comment c'était la réflexion, et comme les domaines qui sont abordés, je vous ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'il enveloppe, sont innombrables, il fallait lire beaucoup à côté pour comprendre et pour essayer de, quand il parle de mysticisme, moi, je ne suis pas connaisseur en mysticisme, donc il y a tout un vocabulaire des étapes de la volonté divine, ce qu'il ressent, donc il a fallu beaucoup. Et puis c'est tous les dons de tout ça, c'est pour ça que, comme l'a dit les gens, c'est pas 10 ans de travail sur le texte de l'autre, mais c'est aussi la multitude de lectures qu'il a fallu faire pour entrer dans ces sujets, dans tous les sujets qu'il a posés. Il y a eu une conférence à Alger en 2006 à l'occasion du 600e anniversaire du décès d'Ibn Khaldoun, et il a exposé dans mes impressions et dans ce que j'avais ressenti. Donc il a pu l'aller à ce moment-là d'une manière beaucoup plus sûre. Alors, Ibn Khaldoun, il a toujours vécu, il a toujours été dans les cours royales. Il a toujours été pas opérationnel en tant que ministre ou responsable politique, mais toujours conseiller, diplomate, et en même temps, c'était le conseiller très recherché par les différents princes ou rois de Tunis. Chacun voulait l'avoir avec lui, y compris on a vu Pierre de Castille, Tamerlan, etc. Chacun voulait garder Ibn Khaldoun avec lui. Et il est allé jusqu'à parfois dans des situations délicates où il avait pris position pour d'un coup d'État monarchique, il avait pris position pour le mauvais, pour le perdant, et le gagnant l'a rattrapé alors qu'il fuyait vers le Grenade, il l'a rattrapé, c'était pour l'exécution. Et quand il l'a ramené, il a parlé, il lui a dit tu restes mon conseiller. Donc voilà, c'était un personnage fascinant, charmeur, mais charmeur dans un sens intellectuellement. Alors lui, maintenant, du point de vue connaissance qui a écrit Studi of History, Ibn Khaldoun a conçu et formulé une philosophie de l'histoire qui est sans doute le plus grand travail qui ait jamais été créé par aucun esprit dans aucun temps et dans aucun pays. Alors lui, c'est la boule. Lacoste, Yves Lacoste, géographe et géopoliticien néerlandaise. L'œuvre d'Ibn Khaldoun marque l'apparition de l'histoire en tant que science. Par cette œuvre, Ibn Khaldoun est sans conteste le père de la sociologie moderne, avec une démarche rationnelle adoptant les connaissances scientifiques de son époque, par la spécificité de la Terre, la gravité terrestre. Moi j'étais étonné qu'il parle de la gravité terrestre. L'évolution des espèces, etc. C'est au XIVe siècle une analyse scientifique des conditions économiques, sociales et politiques du Maghreb médiéval. Ainsi, Ibn Khaldoun décrit une forme de blocage
structurelle de la société maghrébine qui, malgré de 20 tentatives de renouveau lancées par les dynasties successives au Maghreb et en Andalousie, n'arrivait pas à maintenir la poursuite de son développement, alors en phase de déclin. À part l'Europe, l'ensemble du monde a connu ce blocage. Ceci se résume à la non-apparition de la société de classe et de la lutte qui s'en est suivie entre elles comme facteur de développement. Et il ajoute, cette œuvre permet de comprendre les événements actuels. Voilà maintenant. Oui, l'une des choses qui m'ont frappé dans votre exposé, c'est cette idée de mouvement, d'évolution qui est dans le travail d'Ibn Khaldun. À travers toutes les sociétés, mouvement, évolution. Est-ce qu'il avait essayé, ou non, de penser une évolution ultérieure de la société? Son but était-il plutôt de rénover les formes qui commençaient à être en crise, vous l'avez dit, et c'est vrai en Europe aussi. Dans le XIVe siècle, il y a une grande crise de la féodalité qui va bientôt s'écrouler. Donc, est-ce qu'il y a l'idée de penser une autre société, une évolution, dans le cadre de l'évolution à venir? Et deuxième question, mais c'est lié, est-ce qu'il s'appuyait sur des forces sociales ou culturelles dans lesquelles il était une sorte d'espoir qu'il estimait être les plus, comment dire, celles qu'il fallait valoriser, n'est-ce pas, pour avancer? On va prendre peut-être 2 ou 3 questions, comme ça permet de... Sur le même thème, ce serait idéal, sinon... D'autres questions? Bon, peut-être moi-même, tu réponds? Tu veux répondre? Ce qu'a fait Ibn Khaldun, il n'a pas proposé directement des solutions. Il a fait une analyse de la situation. Il constatait les dégâts, le déclin. Il disait pourquoi il y a un déclin. C'est un peu ce que je me restais à dire tout à l'heure. Pourquoi il y a ce déclin? Parce que le système d'enseignement périclite. L'esprit de recherche s'est arrêté. Les sciences qui étaient extrêmement développées, mathématiques, astronomie, ne servaient plus à rien sinon à l'astronomie, le calcul, à déterminer les heures de la prière et le début du ramadan, etc. C'était cette époque-là, et lui, si on faisait ce constat, connaissant ce qui le passait, il disait, ça ne va plus, voilà pourquoi. Et il faisait l'analyse de ce déclin. Pourquoi l'enseignement décliné, il disait qu'il n'y avait plus de livres qui étaient utilisés dans l'enseignement. Les enseignants utilisaient des abrégés d'abrégés, sans analyser. Ils enseignaient très mal, il n'y avait plus aucune pédagogie. L'esprit de recherche, donc, s'était arrêté, pour différentes raisons aussi. Il y avait des nouvelles puissances européennes, le Portugal et l'Espagne, qui s'attaquaient constamment sur les côtes, au Maghreb, la découverte de l'Amérique, nord de l'Amérique, l'arrêt du commerce entre le monde arabe était le carrefour du commerce entre l'Asie et l'Europe. C'était fini, la découverte d'Amérique, le contournement de l'Afrique par la navigation. Donc, tout ça, c'est un ensemble de phénomènes qui sont conjugués, qui a provoqué ce déclin. Alors lui, il constate, il donne une démarche pour résoudre le problème. Il ne dit pas, voilà les solutions, mais il dit, voilà comment on peut le résoudre. Par l'analyse, la manière dont il analyse la société, où il fait apparaître les problèmes et les lacunes qui se posent. Est-ce qu'il avait un appui, une force sociale? Non, il n'avait pas. Donc, il avait un appui sécuritaire, certes. C'était un homme protégé par deux grandes tribus du Sud, qu'il utilisait d'ailleurs parfois au profit d'un souverain contre l'autre. Il les faisait passer dans un sens pour appuyer son candidat, à lui ou son souverain. Mais du point de vue intellectuel, c'était
une flamme dans l'obscurité. Il n'y avait rien, aucun appui intellectuel à ce moment-là. Son œuvre, son manuscrit, quand il a été remis au roi, vous ne savez plus, bien sûr, parce que quand on lit ça, on ne peut que être émerveillé. Mais ce n'était pas besoin. On a dit une Caldoun, c'est le précurseur, alors là, la liste est longue. Montesquieu, Auguste Comte, Marx, etc., Machiavel, et que parfois, donc, ça peut faire du dommage dans la manière de le penser, c'est-à-dire qu'on le pense à partir de ce qu'on croit connaître de ses successeurs, quoi. Alors que je pense qu'il faut le saisir dans son temps, effectivement, très concrètement. Et puis, bon, c'est vrai, c'est une flamme dans un océan de ténèbres, mais en même temps aussi, il me semble, il a eu un peu pas des prédécesseurs, mais par l'intermédiaire de son maître Abouli. Il y a aussi la pensée d'Averroès ou de Brazès, par exemple, qui arrive à lui. Donc, il n'est pas seulement une flamme, quoi, isolée. Oui, moi, sur cette question-là que tu évoques, je pense que quand même ça, il ne faut pas le transformer en militant progressiste, quoi. C'est pas logique, quoi. Mais fondamentalement, la manière dont il aborde les problèmes, qui est à mon avis absolument nouvelle, quand on dit c'est le premier sociologue, je pense que c'est une réalité parce qu'il accorde une extrême importance à l'analyse des classes sociales, de leurs relations, de l'économie, des technologies, etc. Il ne fait pas de l'histoire événementielle. Il va au fond des structures. Quoi. Et effectivement, quand il analyse comme ça en profondeur la société de son temps, et notamment la civilisation urbaine, puisque en fait, il développe sa pensée aussi en comparant les sociétés rurales et les idéologies qu'elles génèrent, quoi, et le passage à la sédentarisation et à la ville. Parce que la ville apporte effectivement une profonde transformation, puisqu'il apparaît une variété de métiers tout à fait différents, et surtout des métiers qui potentiellement créent des richesses. Alors là, il a une vue, pour moi, c'est effectivement un précurseur de la base, de base, mais de la base. On ne reverra ce type d'analyse qu'au XIXe siècle, c'est-à-dire l'analyse des classes sociales, de leurs relations, etc., dans une société qui est différente, puisqu'elle est à ce moment-là capitaliste. Lui, il n'est pas dans la société capitaliste, mais il est quand même déjà dans une société où il y a exploitation. Et il a une lucidité particulière, parce qu'il dit et il répète plusieurs fois dans son œuvre que le travail humain est l'unique source des richesses. Et après, il analyse ce que, alors il dit, dans les sociétés rurales, comme la productivité du travail est faible, il n'y a pas de surplus. C'est-à-dire que les gens ils sont en état, ils survivent, mais ils accumulent rien du tout, quoi. Donc il dit, ça fait une idéologie. Autrement dit, il fait un rapport entre la situation concrète, l'état d'avancement, les trucs, et l'idéologie des gens. Et il dit que les sociétés rurales sont caractérisées par un sens élevé de la solidarité, parce qu'il faut faire face à des conditions difficiles, dont les systèmes de pouvoir sont tout à fait différents. Ils sont collectifs. Enfin, il y a toute une série de valeurs particulières. Quand on passe, et il analyse le passage à la ville, parce que la ville entraîne tout à fait autre chose, parce qu'il apparaît l'accumulation.
Et alors, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que je trouve au contraire qu'on peut transposer quasiment jusqu'à maintenant. Parce qu'il fait une analyse des dynasties et du rôle des souverains. Il dit le souverain, quand il y a une ville qui s'étend, son premier travail, c'est d'assurer la défense, comme on dit que la ville ne soit pas envahie et pillée, qu'il y ait de justice, et surtout que le souverain il fasse ce qu'il faut pour que l'activité économique et la variété des activités s'étendent. Parce que c'est ça qui fait la création de richesse. Alors après, il dit, donc, il faut que le souverain, il a une légitimité à prélever, ce qu'on appellerait les impôts, quoi, des ressources, pour assurer la défense, les trucs et le développement de la ville. Mais il dit une chose, il dit, toutes les dynasties après ont une évolution. Au début, ils font ça. Et puis, à un moment donné, ils se mettent à accumuler les richesses, quoi, et ils n'assurent plus les fonctions nécessaires au développement des activités productives, etc. Bon, et puis, leur morale devient... enfin, ils n'ont plus de morale, etc. Et donc, il dit ces dynasties déclinent. Alors, moi, je vous invite quand même à réfléchir à la situation dans laquelle nous sommes, quoi, où il y a... Alors là, on est au niveau mondial, mais on a eu une accumulation insensée de richesses au niveau mondial dans les mains d'une petite minorité, et cette petite minorité refuse d'assumer les responsabilités qu'elle devrait assumer au niveau de l'avenir de l'humanité. Bon, je pousse un peu la comparaison, mais il y a de ça chez nous, quoi. Et effectivement, il fait une analyse du déclin probable du Maghreb. Autrement dit, il dit, à un moment donné, il voit qu'en Europe, etc., il apparaît d'autres civilisations plus dynamiques, quoi. Bon, l'Indonésie aussi, qui apparaît, tout ça, quoi. Et il voit que le Maghreb se fige, quoi. Pour des raisons, l'enseignement décline, la volonté de créer une nouvelle activité aussi. Donc, il fait une prévision du déclin du Maghreb qui suivra. Alors que le traducteur doit avoir l'ambition et l'humilité et s'adapter en fonction des langues. Traduire, c'est interpréter, voire trahir. Et effectivement, ce qui met en évidence effectivement avec la question effectivement de l'orientalisme, parce qu'il y a eu des effets positifs, des effets effectivement négatifs par rapport à tout cela. Et c'est pour ça que je rends hommage à ce travail magnifique qui a été fait, effectivement, puisque ça représente 10 ans de travail. Vous imaginez la quantité de travail, de lecture, de rédaction que ça suppose. Et il a choisi en avant-première de présenter cette œuvre ici même à Montpellier. Et, je pense qu'il y aura effectivement une présentation sur Paris. Et voilà. Mais on va se focaliser sur un concept qui est assez fondamental, qui est un concept qui est à la mode, dont on parle, dont on ne sait même pas forcément la définition, qui est le concept de civilisation. C'est un concept qui veut tout dire et rien dire. Les uns ayant proposé des définitions, les autres ayant proposé n'importe quoi. Je fais référence notamment, pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, on parle de la fameuse théorie du choc des civilisations de Clinton, qui a servi de grille d'analyse par rapport aux États-Unis et au Front Noir pendant l'Amérique de Bush. Mais avant d'aller jusqu'à cette dimension-là, et en fait, ce n'est pas simplement un échange que je souhaite avoir avec Mohamed Saoui, c'est aussi un débat avec la salle. Il y a un concept qui est fondamental, qui est fondamental dans la thèse d'Ibn Khaldun. Mohamed Saoui en a parlé. C'est le concept de Asabiyya. Alors, Asabiyya a été traduit effectivement par l'esprit de clan, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et la question c'est, derrière effectivement cette idée de Asabiyya, ça veut dire esprit de corps, ça veut dire solidarité, ça veut dire lien,
ça veut dire toute une série de caractéristiques, au fond, qui sont fondamentales dans les définitions des tribus, puisque c'est ce que finalement ce travail-là que va mener Ibn Khaldun. Et donc en fait, pour parler simplement, dans une tribu, il y a des caractéristiques communes. On a les mêmes choses, on a une certaine chaleur commune, on a un sentiment d'appartenance commun partagé, on est en confiance, on est en sécurité, et c'est cette dimension de Asabiyya. Tout cela, il l'a évoqué. Mais ce que met aussi en évidence Ibn Khaldun, et c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est extrêmement d'actualité, c'est que cette Asabiyya peut aussi virer à l'extrême. Et donc, elle peut devenir aussi prendre une autre caractéristique qui est la soumission aveugle à l'autorité. Elle peut devenir finalement l'adhésion finalement irrationnelle, la confiance irrationnelle finalement à des idéologies. Et là on en arrive finalement à ce qui a été le malheur du siècle précédent et encore aujourd'hui des totalitarismes. Et Asabiyya, il l'a évoqué, c'est cette idée effectivement de système nerveux, de ce qui fait lien, de ce qui fait réseau, de ce qui fait cohésion. Donc ça, c'est le côté positif, le côté être humain social, dans la continuité du philosophe grec. Mais c'est aussi ce qui lie l'intelligence, au sens où elle devient aveugle, au sens où à un moment donné, même si je sais que ma famille ou ma tribu est injuste, alors je me tais, sinon je suis un traître. C'est cette dimension fondamentale qu'il y a derrière cela. Et donc la question, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, comme le rappelait implicitement Paul Sandzik, on est dans des sociétés où il y a plus qu'un individualisme, un individualisme de survie, amplifié par la crise actuelle. Et l'être humain, c'est quand même un être social. Et il doit choisir une tribu, il doit choisir une famille. Alors du coup, on a plein de tribus. On a des tribus syndicales, on a des tribus politiques, on a des tribus nationales, on a aussi des tribus informatiques. Donc il y a des gens qui jouent en réseau. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'en choisit plus. Et qu'on tombe dans le dogmatisme. Et au nom finalement de l'appartenance à une tribu, on a ce caractère d'une asabiyya, effectivement, négative. Et voilà, on pourrait engager effectivement, notamment sur cette question de la civilisation, cette question de la asabiyya, qui finalement est très dans l'œuvre de Ibn Khaldun, c'est qu'est-ce que aujourd'hui peut être une asabiyya post-moderne à l'heure de la société d'aujourd'hui. Voilà. J'avais une petite question, qui n'était malheureusement pas dans le débat que vous voudrez. C'était simplement une question d'histoire. Est-ce que l'enseignement d'Ibn Khaldun en Algérie, actuellement, se développe? Parce qu'au moment de l'indépendance, nous avons suivi des cours sur Ibn Khaldun. C'était d'ailleurs Georges Labica et Jamal Benchir qui travaillaient sur ces sujets. Alors je voudrais savoir si dans les universités de philosophie et de sociologie actuellement en Algérie, on travaille cette Ibn Khaldun. Parce qu'il me semble que c'est quand même un phare de la pensée rationnelle, de la pensée arabe rationnelle. Et je ne suis pas sûr, mais j'aimerais bien être démenti, que ce courant de la pensée arabe soit vraiment bien enseigné dans les universités d'Alger, Tlemcen. Vas-y, Mohamed. En parlant de l'enseignement rationnel ou de la pensée rationnelle, il faut rappeler que dans la civilisation arabo-musulmane, il y a eu une école théologique rationaliste qui a été au pouvoir même à Bagdad pendant un siècle. C'était les Mu'tazilites. Nous, les Malikites au Maghreb, il y avait les chiites,
Ça, c'est les Mu'tazilites qui ont été d'ailleurs éliminés du circuit. Hein. Et c'était une pensée rationaliste qui a développé tout un système d'enseignement de rapports sociaux basé sur la raison. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, l'homme est responsable de ses actes. Et pour les Mu'tazilites, l'homme est responsable de ses actes. L'homme jouit du libre arbitre. Et il y a une série de principes comme ça de cette école. Cette école donc a été éliminée du circuit de la civilisation. Ces livres ont été détruits. Seul est resté un stock, une importante bibliothèque dans le Yémen, au Yémen, qui a été photographiée à l'époque, non, pas utilisée à l'époque, sur Kiliché, en Égypte. Donc, et ces livres-là de rationalisme commencent à sortir. Maintenant, du point de vue pour l'enseignement. L'enseignement, on parle d'Ibn Khaldoun à l'école comme ça, mais sans. D'abord, pour parler de lui, pour exposer sa pensée, il faut d'abord décrypter sa pensée par des spécialistes, sociologues, anthropologues, avec les moyens des sciences modernes, anthropologiques et sociologiques. Ça, c'est pas fait. Il y a quelques individus comme ça. Il y a Boumezien, qui était un algérien, chercheur algérien. Il y a surtout ce manuel désuet. Nous n'arrivons pas encore à convaincre nos dirigeants et nos élites de consentir les efforts nécessaires pour nous engager sérieusement dans leur solution. C'est-à-dire que cette situation de non-mise en valeur, de non-découverte de la elle n'est pas seulement due à la période coloniale, à la période européocentriste qui vont civiliser les autres parce qu'ils n'ont rien, puis c'est pas nous, donc c'est pas ça. Même dans notre société, depuis son apparition, Ibn Khaldoun est ignoré ou même un peu, comment dire, il sent le roussi. Et le souffle. Dans les années 70, il y a eu des recherches à la fois d'universitaires français, cite Lacoste, des profs de l'ENS, l'École nationale supérieure, qu'on a fait évoquer tout à l'heure, et aussi des Algériens. Il y a eu une série d'ouvrages qui sont sortis dans les années 60-70 et qui se sont intéressés à un élément majeur de la pensée khaldounienne, c'est cette espèce d'histoire, pas des événements, des faits et événements qui ont marqué les différentes dynasties, mais de quelque chose qui était absolument intéressant, parce qu'on était dans une période d'explication des transitions historiques, des sociétés en transition. Et l'Algérie était dans une période de transition à cette époque-là, une société coloniale